Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureux pour ceux qui ont suivi, qui n'aient pas eu de cafouillage comme la semaine dernière où j'ai parlé pendant 10 minutes avant de me rendre compte que j'étais tout seul parce que tout le monde était en salle d'attente. Donc, ça fait marrer beaucoup de monde à l'écran. Alors ce matin, ça se passe sans bug, j'ai déconnecté de son salle d'attente. Merci beaucoup de vous être inscrits, d'être présents. On va passer une heure ensemble. On va parler essentiellement LinkedIn. S'il y en a un ou deux qui ont dû réactiver leur micro, si vous pouvez les copier, s'il vous plaît, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est présent. Pas de son. Pas de son. Renaud, est-ce que les autres... est-ce que c'est mieux comme ça? Nelly, pardon. Les autres, c'est bon? Ok. Donc, a priori, j'ai beaucoup de messages, Nelly. Euh, A priori, voilà, ça vient de chez vous, puisque tout le monde me confirme que de leur côté, c'est bon. Désolé pour ce qui se passe. De toute façon, la session est enregistrée, comme vous avez pu l'entendre. Et vous aurez accès, bien évidemment, d'une part à la vidéo et d'autre part au support que je vais vous présenter. Donc, comme on passe une heure à passer ensemble et que c'est très dense, je vais dire beaucoup de choses. Je démarre tout de suite. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Blédy, je suis du digital depuis 2001, d'abord en entreprise et puis là, dans une structure que j'ai créée depuis 2009. Concernant LinkedIn, je suis le seul aujourd'hui en France à avoir été speaker officiel de LinkedIn. J'étais sous contrat, comme je le montre ici, avec LinkedIn, avant qu'ils ouvrent leur bureau en France dans les premières années qui ont suivi. Voilà, ce qui était une très grosse aide au développement de ma structure. Quand vous avez LinkedIn qui vous recommande partout, c'est vrai que c'est assez efficace. Allons-y, on parle de l'algo. Alors rappelez-vous une chose, parce que parfois je suis assez critiqué dans certains posts en disant il y a des mecs comme Bladé qui sont focus que sur les chiffres, les stats, l'algorithme, etc. Non. Ce que je dis toujours dans beaucoup d'articles, chez tous mes clients, je reprends très souvent cette phrase de Gilvy, ne comptez pas les personnes que vous touchez, mais touchez les personnes qui comptent. Moi, je me fiche complètement. Alors, c'est sûr que je suis content quand j'ai des posts qui font 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 vues, bien évidemment. Mais ce qui compte, c'est l'entrant. Ce qui compte, c'est les contacts que ça génère, c'est les rendez-vous que ça génère, c'est le business que ça génère. Et j'ai publié un article il y a quelques temps sur ce sujet, mais quand je reprends tous mes articles qui m'ont généré du business et des articles qui ont généré unitairement, il y a des articles qui en sont entre 3 et 500 000 euros de chiffre d'affaires sur un article. Quand j'ai regardé les stats, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un bid phénoménal. Sauf que parce qu'il y a très peu de lecteurs. Sauf que dans le peu de lecteurs, un directeur marketing, un DG qui me contacte, qui m'appelle et derrière business. Et c'est ça qui compte. Moi, les likes et les commentaires, c'est très bien, mais ce qui compte, in fine, c'est concrètement ce qui va se passer derrière. Et pour moi, l'algorithme, il est au service de la publication. Parfois, on me dit, mais tu dis que dans l'algorithme, il faut faire ça, tu fais autre chose. Tu dis qu'il faut mettre 5 hashtags et t'en mets un, ou t'en mets 6. Bah oui, parce que moi, ce que je veux, c'est que le message passe avec un hashtag ou avec 6, et je me fiche que pour l'algorithme, c'est mieux d'en avoir 3. Voilà, après ce préambule, on rentre dans le vif du sujet. Quelques chiffres sur l'audience de LinkedIn. Quasiment 100 millions de membres en plus depuis un an. Ça fait quasiment 3 par seconde. Après, il faut bien faire une différence entre les inscrits et les actifs. En France, il y a 22 millions de profils inscrits sur LinkedIn. Il y en a 10 millions qui viennent tous les mois. Il y a une personne sur deux inscrite à LinkedIn qui n'y vient pas au moins une fois par mois. Et comme le dit un de mes confrères, sur LinkedIn, quand vous enlevez les consultants, les coachs, les formateurs, les indépendants, les commerciaux qui cherchent des clients et les gens en transition qui cherchent du boulot, il reste plus grand monde et je ne suis au quotidien et je ne suis pas convaincu qu'il est entièrement d'or. Il faut aussi voir que la durée moyenne de présence sur LinkedIn, c'est un quart d'heure. En un quart d'heure, vous n'avez pas le temps de construire 150 contenus. Les créateurs de contenu, ça a pris un point là par rapport à l'année dernière, on est passé de 4% à 5% des inscrits, ceux qui s'engagent de 14% à 18%, mais dans le même temps, ceux qui ne s'engagent absolument pas, qui se contentent de lire sans jamais interagir, passent de 52% à 64%. Et c'est super logique. Quand vous êtes décideur, donc DSI, DRH, DAF, DG, donc acheteur de prestations, et que dès que vous commentez le moindre article, vous avez l'auteur qui vous envoie sa proposition commerciale et 5 gros hackers qui vous disent « Ah, vous avez liké ou commenté un contenu sur tel sujet, nous on a une super offre, voilà », c'est clair que vous arrêtez complètement de commenter. Et si je reprends mon cas perso, toutes les demandes entrantes que j'ai eues sur LinkedIn,
Et mon business, LinkedIn, c'est peut-être, cette année, c'est 95 ou 98% de mon business, et donc c'est de l'entrant. Aucun n'avait au préalable interagi sur un de mes contenus. Directement dans la messagerie, il n'y a pas eu de like, pas eu de commentaire, ni sur l'article qui les a fait réagir, ni sur aucun article avant. Le chiffre qui fait assez mal dans les études que j'ai pu lire, le reach moyen, 20% de mots en un an. Alors le reach moyen, j'ai souvent la question, c'est en fait le nombre de personnes que vous allez toucher en moyenne sur une publication, qui vont voir votre publication. La baisse en moyenne de 20% en un an et très peu d'explications là-dessus. Il y a pas on n'arrive pas, les personnes qui ont fait l'étude n'arrivent pas à comprendre pourquoi, c'est juste un pur constat statistique. Comment est-ce que, rappelle quand même, avant de parler de tout ça, comment est-ce que LinkedIn comptabilise les vues? Les posts, LinkedIn parle de vues de posts, il ne s'agit pas de vues de posts. Il s'agit du nombre de fois où votre post sera apparu dans le fil de quelqu'un, donc sur sa page d'accueil. Ce n'est pas une vue, c'est un affichage, c'est une impression dans la réalité. Mais bien, LinkedIn a intérêt à parler de vues parce que bien évidemment, ça fait plaisir à l'ego, ça gonfle le chiffre, mais clairement, c'est des apparitions, c'est des affichages sur le fil de la page d'accueil. Article, nombre de personnes arrivées sur la page de l'article. Pour ceux qui ont suivi, les articles se cassent la gueule depuis 2 ans parce que LinkedIn n'aime pas trop les articles, c'est du contenu trop long, etc. Et moi, j'ai publié un article ce matin qui en est à 1600, LinkedIn m'a dit que 1600 lecteurs, 1633 pour être précis, depuis ce matin, ce qui est assez fort pour un article. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est 1633 personnes qui sont arrivées sur la page de l'article. Et bien évidemment, tous ne l'ont pas lu. D'ailleurs, je vois dans les quelques commentaires qu'il y a que certains ont commenté sans avoir lu. Et pour les vidéos, c'est le nombre de personnes qui ont vu au moins 3 secondes. Ce n'est pas les gens qui sont allés au bout de votre vidéo. Là encore, beaucoup disent « Ouais, tu as vu ma vidéo, elle a fait 500 000 vues. » Non, il y a 500 000 personnes qui ont vu au moins 3 secondes. Est-ce qu'ils ont vu 4, 10, 20, 50 ? On ne sait pas. Les hashtags. Alors, les hashtags, c'est un sujet assez important. Pourquoi c'est important? Alors, il y a quelques chiffres qui sont ici, mais ce qu'il faut tenir, c'est pourquoi est-ce que le hashtag est important. Le hashtag est important parce qu'il va aider, d'une part, LinkedIn à mieux comprendre de quoi vous parlez, parce qu'il va relier votre post à une thématique, d'une part, et d'autre part, LinkedIn va aller tester auprès des followers du hashtag votre contenu, voir s'ils réagissent par rapport à ça. Moi, je me suis rendu compte très clairement la première fois que j'ai fait un post avec un hashtag, et j'ai eu des commentaires de gens que je n'avais jamais eus dans mes articles, ni dans mes posts. C'est là que j'ai compris qu'en fait, en utilisant un hashtag, mais j'avais touché des personnes qui suivaient le hashtag, qui ne me suivaient pas nécessairement. Et donc, ça peut être un outil extrêmement intéressant pour diversifier son lectorat et toucher des personnes différentes. Ceux qui publient régulièrement comment peut-être remarquer que très souvent, en fait, on touche à peu près les mêmes personnes, ce sont les mêmes cercles, et ça devient de plus en plus difficile d'aller toucher des personnes différentes. Ça arrive, mais ça devient de plus en plus difficile. Et le hashtag est un élément qui va aider. Autre point, ça c'est une question que j'ai assez souvent, la dernière ligne de la page. On me demande, oui, le hashtag, est-ce qu'il faut le mettre au début du post, au milieu ou à la fin? Beaucoup ont tendance à les mettre à la fin. Non, en fait, vous les mettez où vous voulez. Vous les mettez où vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des hashtags. Ce n'est pas forcément leur emplacement qui va jouer. Maintenant, c'est ce que les stats indiquent. A priori, il ne faut pas non plus mettre trop de hashtags. Il y a un bon baromètre à prendre entre pas assez et pas assez et trop. Le hashtag personnel, c'est une recommandation que je fais extrêmement souvent. J'en parle à tous mes clients, toutes les personnes que j'accompagne. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de se créer son propre hashtag. Alors, comment on fait? C'est super simple. Il suffit de l'écrire une fois dans un post et de l'écrire. Il n'y a pas de procédure de référencement ou d'indexation auprès de LinkedIn en disant je dépose le hashtag X ou Y. Il suffit de vous l'écrivez une fois dans un contenu. Donc, pour écrire un hashtag, c'est le dièse suivi du mot. Et dès qu'il y a un espace, le mot est terminé. Donc, par exemple, si on met réseaux sociaux, le hashtag, c'est réseaux sociaux. Ce n'est pas réseau, espace sociaux, parce que là, le hashtag, ça devient réseau. J'ai encore des questions sur la bonne rédaction des hashtags. Donc, vous l'écrivez une fois et c'est réglé. Là encore, c'est super intéressant, puisque les gens qui vont suivre votre hashtag, surtout si vous avez mis dedans un élément d'identification, comme moi j'ai fait un hashtag qui est Blady on LinkedIn, ces personnes-là vous suivent vous spécifiquement. Donc, c'est vraiment vous qui les intéressez. Au-delà de la thématique, c'est ce que vous avez à dire sur la thématique.
Donc là, clairement, c'est un moyen d'avoir une audience vraiment fidèle. C'est pas vos followers, c'est pas vos contacts, c'est vraiment ceux qui sont intéressés par ce que vous avez à dire. Et là, et donc c'est pour ça que quand vous avez plus de followers, vous avez plus d'engagement, c'est que c'est vraiment des gens qui viennent pour vous. Donc vraiment, ça c'est une recommandation que je fais. Et donc si on revient à la slide précédente, 3 hashtags, c'est assez facile. Votre hashtag perso, 2 hashtags thématiques sectorielles, industrielles ou sur la thématique, et vous avez vos 3 hashtags. Après, ce qu'il faut pour simplifier la vie de LinkedIn et pour que ce soit plus efficace, il faut reprendre évidemment les mêmes hashtags régulièrement. Si vous tournez sur 15 hashtags autour de rôle, ce sera moins efficace. Vous avez intérêt à vous concentrer sur quelques hashtags particuliers. Le dwell time. Alors, le dwell time, c'est un critère qui est relativement récent. Ça fait partie des derniers critères de LinkedIn. C'était lancé il y a 18 mois, en plein Covid. Et en fait, ce que LinkedIn regarde, c'est le temps passé sur les contenus. Pourquoi? Parce qu'on en revient à la première slide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui lisent sans interagir pour ne pas être relancés commercialement ensuite. Mais néanmoins, ces gens passent du temps sur le contenu. Et donc, LinkedIn va prendre en compte, ce qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas le chiffre, on n'a pas les données, mais va prendre en compte le temps passé sur vos contenus. Et notamment, un des baromètres de LinkedIn, c'est est-ce que vous arrivez à faire cliquer les gens sur voir plus. Moi, je vais assez peu souvent sur la page d'accueil de mon profil, de mon compte, mais quand j'y vais, il y a beaucoup de posts où avec les 3 premières lignes, j'ai compris ce que la personne veut dire et je n'ai pas besoin de cliquer sur voir plus pour comprendre le message. Donc là, forcément, le post, il va être lu en quelques secondes et le temps passé, il va être extrêmement court. Alors que, et très souvent, la plupart de ces posts tournés un petit peu différemment, avec une écriture plus teasing, copywriting, pour prendre une expression à la mode, vous allez donner envie aux gens de cliquer sur voir plus, vous allez les embarquer dans ce que vous avez à dire, et là, LinkedIn va le prendre en compte, va dire que vous avez su, c'est ce que LinkedIn cherche aujourd'hui, non plus seulement capter l'attention des gens, mais maintenir l'attention. C'est ce que LinkedIn mesure, ce que LinkedIn veut aujourd'hui, qu'on soit capable non pas d'arrêter les gens sur un titre ou sur une accroche, ce qui n'est pas très compliqué, mais c'est de faire rester les gens parce que ce qu'on leur dit est intéressant. LinkedIn, malgré tout, cherche qu'il y ait un petit peu de qualité qui circule sur la plateforme. Et donc, il faut essayer de travailler. On a 3 lignes, les 3 premières lignes d'accroche avant le voir plus pour donner aux gens envie de cliquer sur ce voir plus, qui est un élément que LinkedIn prend en compte et qui est aujourd'hui, au moins, comme je l'ai mis ici, au moins autant valorisé qu'un like, si ce n'est plus. Autre système qui fonctionne assez bien, c'est le carrousel. Le carrousel, vous savez, c'est le document que vous ajoutez à votre publication. Donc, ça peut être un PDF, ça peut être un PowerPoint. Et vous allez inciter, dans la rédaction, inciter les gens à aller sur la première slide, puis cliquer pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ceux qui font ça très bien, on le voit, ont vraiment une logique, pour reprendre ce qu'on dit dans la littérature page turner, ça veut dire que vous avez envie à chaque fois de cliquer sur la page suivante. Et là encore, c'est quelque chose qui a réussi à utiliser pour cet effet de maintenir l'attention. Après, la grande limite du carousel, donc du document que vous mettez en pièce jointe, c'est que le temps que vous mettez à le produire par rapport à ce que ça va rapporter derrière, voilà, ce n'est pas forcément value for money. Néanmoins, c'est un format qui fonctionne relativement bien. Johan me demande si je passe du temps sur LinkedIn à lire des posts des autres et si je suis actif, les commentaires, est-ce que LinkedIn va montrer plus mes propres posts et donc augmenter mon reach? Johan, c'est exactement un des éléments qui revient plus tard. Oui, effectivement, c'est un peu donnant-donnant, mais j'en parle tout à l'heure. Quels sont les formats qui marchent bien? Alors, je sais que ce format exaspère beaucoup de monde. Il y a énormément de critiques sur les sondages, mais les sondages, ça cartonne. Moi, j'ai fait plein de sondages où il y a eu plus de 1000 votants, ce qui est quand même sur une journée, ce qui est plutôt pas trop mal. Des sondages qui ont fait 50 000, 60 000, 80 000 vues. C'est extrêmement intéressant. LinkedIn adore ça. C'est simple à mettre en place. Il suffit de cliquer sur un bouton. Et donc, clairement, c'est le format que LinkedIn, c'est le dernier format, enfin, un des derniers formats lancés par LinkedIn. LinkedIn pousse toujours les derniers formats. Et clairement, ce format est très poussé par LinkedIn. Et en plus, plus vous répondez à des sondages, plus vous voyez de sondages. C'est un petit peu un cercle vertueux ou vicieux selon le sens dans lequel on se positionne, mais c'est clairement la logique. Le point intéressant pour tous ceux d'entre vous qui ont un rôle commercial, que vous soyez commercial, indépendant, coach, consultant, formateur, etc., c'est que bien tourné, un sondage est un gros vecteur de lead. Si vous tournez bien votre question, si vous choisissez bien les réponses, toutes les personnes qui vont dire « je n'y arrive pas, je ne sais pas faire, j'aimerais savoir faire »,
Comme vous savez qui a voté quoi, et vous êtes le seul à savoir, donc là, il n'y a pas de risque de se faire pirater, vous êtes le seul à savoir en tant qu'émetteur de sondage qui a voté quoi. Vous avez 10, 15, 20 personnes qui vous disent « Ah ouais, ce serait génial. Ah, j'aimerais bien savoir le faire. Ah oui, si cette solution existe, ce serait vraiment top. » Vous avez autant de leads à relancer derrière sur des gens qui vous ont fait comprendre par un sondage qu'ils avaient un problème sur la thématique que vous savez régler. Donc, quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour tous ceux qui sont dans un rôle commercial. Comment est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre reach ou toucher plus de monde? Donc déjà, en fait, aujourd'hui, ce que les études donnent, oui, Alix me demande, oui, on voit précisément qui a répondu, enfin, l'émetteur du sondage voit qui a répondu et voit surtout qui a répondu quoi. La difficulté du sondage, ce n'est pas la question. Si vous avez 150 caractères ou 140, je ne sais plus, c'est pas ça. La grande difficulté du sondage, c'est que vous n'avez que 4 réponses possibles. Et très souvent, c'est très, très limitant. Moi, j'ai souvent des commentaires. Ah oui, il fallait aussi proposer ça comme réponse. Bah oui, mais je ne peux pas en mettre que 4. Je ne peux pas en mettre 6 ni 5. C'est 4. Et la deuxième limite, c'est que les réponses que vous proposez dans le sondage sont limitées à 30 caractères. Et ça, c'est parfois, c'est vraiment des nœuds au cerveau, parce qu'arriver à trouver la bonne réponse qui tienne vraiment 30 caractères, c'est clairement pas super simple. Et ça vous oblige très souvent à tourner votre sondage différemment, parce que vous n'arrivez pas à le poser comme vous voulez à cause des limites de format de LinkedIn. Donc la question était posée depuis pas mal de temps. Moi, j'avais vu peu de contenu sur le sujet. Là, j'ai eu des chiffres sur le groupe test. Vous savez que quand vous publiez un contenu sur LinkedIn, il est testé auprès d'une audience et en fonction des réactions, des likes, des commentaires, des partages, LinkedIn va se dire oui, c'est pertinent et intéressant, je continue à diffuser. Ben non, personne ne s'est engagé, donc le post n'est pas intéressant, donc j'arrête là. Aujourd'hui, on sait, enfin à peu près dans les études qui sont sorties, que ce groupe test, c'est 8 à 10% de vos contacts. Donc, il y a un effet, ça va clairement encourager l'effet à la croissance de l'audience, puisque beaucoup de gens vont comprendre, du coup, si j'ai plus de monde dans mon réseau, j'aurai un plus gros groupe test, donc plus de chances d'avoir des réactions, plus de chances d'être vu. Et c'est clair, il y a toujours eu sur LinkedIn une prime à la taille du réseau. Alors, un point qui est assez nouveau pour moi, c'est la première fois que je vois des études dans lesquelles on indique que le SSI, si vous avez entendu parler, le Social Selling Index, vous pouvez le connaître assez facilement en tapant dans un moteur de recherche LinkedIn SSI, et vous avez arrivé sur un écosystème développé par LinkedIn, où LinkedIn va vous donner un score sur 100 points, en vous disant, voilà, votre SSI est de temps. Donc, Social Selling Index, en gros, c'est une mesure par LinkedIn de votre niveau de présence et d'activité sur la plateforme. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de preuve, il n'y avait pas de corrélation entre les deux. Maintenant, il semblerait néanmoins que le fait d'avoir un SSI supérieur à 70, ce qui veut dire que d'une certaine manière, on a une capacité à faire réagir les gens, eh bien, on a un effet booster. Je vous donne les chiffres sur la slide suivante. On a un effet booster sur ces publications. Autre point, bien évidemment, j'en ai parlé de la taille du réseau. Et puis, dernier point, ça vous le savez, dans votre tableau de bord, sur votre profil, il n'y a que vous à le voir. Le fait d'être All-Star ou expert absolu, si vous avez la version française de LinkedIn, vous avez là également un effet booster sur vos publications. Ce que donne la corrélation entre le SSI et le nombre de vues, voilà, entre moins de 45, moins 20%, 45-60 normal, 60-75 plus de 10%, 75-90 plus 1%, plus de 90 plus 30%. Donc là, il y a clairement un lien, je pense, parce que LinkedIn, comme le SSI est une mesure du passé, une mesure de sa capacité à faire réagir les gens, LinkedIn dit voilà, cette personne a un SSI de temps, donc elle est capable de motiver les gens, de les impliquer, de les faire réagir, et donc on va récompenser en donnant plus de visibilité. Comment améliorer le SSI? Il y a pas mal de choses sur cette page. Vous pourrez récupérer la vidéo, vous pourrez récupérer, la présentation dans un Google Drive. Vous aurez le lien dans un mail. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a beaucoup de détails, mais voilà, vous aurez le temps d'y revenir tranquillement pour ceux qui veulent savoir comment faire pour augmenter le SSI. Ce qu'il faut faire pour être All-Star ou expert absolu, je vous ai mis la liste ici. Quand vous ne l'êtes pas, vous avez une ligne bleue sur votre profil en tableau de bord qui vous indique les cases qui restent à cocher. En général, quand vous n'êtes pas expert absolu ou All-Star, c'est que soit vous n'avez pas mis d'infos, l'info, la rubrique, le résumé qui est en haut du profil n'est pas renseigné, ce qui arrive encore assez souvent, soit vous êtes hors poste.
et vous n'avez plus de poste actuel. Et en fait, pour être expert absolu, pour être star, il faut avoir un poste actuel. Enfin, ce n'est pas le sujet du jour, mais clairement, avoir un poste actuel est un élément extrêmement important sur LinkedIn. Pour ceux qui ont des questions là-dessus, vous m'appelez, puis on en parle sans souci. Bon, ça, là encore, une petite parenthèse pour ceux qui veulent être mieux classés dans les pages de résultats. On passe, ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais j'avais l'information, donc je la partage. Le mode créateur. Le mode créateur, il est assez nouveau. Il est sorti au mois de mars dernier. Vous l'avez dans le tableau de bord. Quand vous êtes, je vais vous montrer ici sur mon profil. Hop. Voilà, le mode créateur, vous l'avez ici dans le tableau de bord, mode créateur. Okay, mode créateur, ça veut dire qu'en fait, quand les gens vont arriver sur votre profil, ils vont voir ici, comme je l'ai mis, 5 hashtags qui sont les thématiques sur lesquelles vous parlez le plus souvent. Donc, vous avez tout de suite un lien en disant « Ah tiens, cette personne, de quoi elle parle ?» Mes sujets, SEO, LinkedIn, social selling, inbound marketing, stratégie digitale. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'en arrivant sur un profil qui a le mode créateur, par défaut, vous n'aurez pas le bouton connecter, vous aurez le bouton suivre. Ce n'est pas un outil pour faire croître son nombre de contacts, c'est un outil pour faire croître son nombre de followers. Et troisième chose, qui est promise par LinkedIn, mais qui n'est pas encore disponible pour tout le monde, personnellement, je ne l'ai pas et LinkedIn m'a dit, bah non, il faut attendre, c'est que quand vous êtes dans la publication d'articles, vous avez accès à l'option newsletter. Donc, l'option newsletter, ça se passe en théorie ici. Où quand vous avez l'option newsletter, vous avez un lien ici qui vous permet de créer une newsletter. La newsletter est super intéressante puisqu'en fait, toutes les personnes qui sont abonnés à votre newsletter, LinkedIn, reçoivent un mail quand vous publiez. Vous voyez un peu l'effet du truc, c'est qu'on mise plus uniquement sur la diffusion dans les likes et les commentaires sur les pages d'accueil. On a quelque chose qui arrive directement dans la boîte mail. Donc, super efficace. Encore faut-il l'avoir. Moi, j'ai dit à LinkedIn, ça fait 2 ans que c'est déployé, les newsletters. J'y ai toujours pas. Je suis passé au mode créateur. En mode créateur, on est censé avoir les newsletters. Et LinkedIn m'a dit, bah non, il faut attendre que ça arrive sur votre profil. Voilà. Donc, pour moi, le seul vrai intérêt du mode créateur, c'est ça. C'est tester, basculer en mode créateur, regardez si vous avez l'option newsletter, ça c'est génial. Si vous n'avez pas l'option newsletter, revenez au mode normal. Moi, je suis toujours en attente de LinkedIn de ce côté-là. Mais voilà, s'il n'y a pas l'option newsletter, je n'ai pas forcément trop l'intérêt du truc. En plus, ça perturbe un petit peu. C'est-à-dire que les gens, en arrivant sur votre profil, voient le bouton suivre et puis le bouton se connecter. Ça ne sait plus trop comment faire pour vous inviter ou vous envoyer un message. Il n'y a que le bouton suivre qui va apparaître. Clairement, je reviens sur les formats. Le format idéal, clairement, on l'a vu, c'est le sondage. Les formats qu'il faut éviter, je reviendrai dessus dans un instant, c'est les liens. Alors, vous savez, je pense que maintenant, beaucoup de gens en ont entendu parler. Les liens que vous mettez dans un post, on est sur les posts, on n'est pas sur les articles. Les liens que vous mettez pour envoyer vers une offre, une promotion, une inscription, un webinaire, une newsletter, une page produit, etc., sont pénalisés par LinkedIn. Pourquoi c'est pénalisé? Parce que le lien fait sortir les gens de LinkedIn. Alors, l'objectif de LinkedIn, ce n'est pas que les gens sortent, c'est que les gens restent. Et donc, LinkedIn va toujours bloquer, limiter la diffusion d'un contenu qui va avoir pour effet de faire sortir les gens de la plateforme. Donc, par rapport aux liens externes, effectivement, il y a moins de risques, on en a besoin. Moi, quand je diffuse un contenu sur LinkedIn pour que les gens s'inscrivent à un webinaire, et une bonne partie d'entre vous sont venus parce qu'il y avait un lien dans un post et l'ont vu, bah, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de mettre mon lien. Je ne peux pas en faire abstraction. Tous les mardis, je fais des webinaires. Les webinaires sont remplis essentiellement par des gens qui voient mes posts sur LinkedIn. Si je ne mets plus de liens dans mes posts, il n'y a plus personne à mes webinaires. La solution, clairement, j'avais dit l'année dernière pour ceux qui étaient déjà là, mais la solution clairement la meilleure pour le lien, c'est de l'inclure directement dans le post. Je sais que le sujet a été longuement discuté. Est-ce qu'il faut le mettre en commentaire? Est-ce qu'il faut publier son post, le revenir dessus, l'éditer, coller les liens, etc. Le moins pire, c'est ça. Pourquoi? Parce que LinkedIn a repéré ce process qui consiste à publier son lien, pour publier son post, pendant pour qu'il se diffuse son lien, revenir dessus, l'éditer, coller son lien. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que
Si vous éditez, LinkedIn va que vous allez éditer votre contenu très rapidement, eh bien, vous avez tout de suite une baisse de votre reach, 25%. Pénalité de LinkedIn. Pareil, le lien en premier commentaire, double pénalité. Un, vous êtes le premier à vous commenter, boum, pénalité sur le reach. Et deux, ça c'est un point que j'avais déjà indiqué, c'est que s'il y a beaucoup de gens qui vont commenter votre post, le premier, quand vous avez mis le lien en premier commentaire, le premier lien, c'est introuvable. Allez essayer sur un post qui a 60, 80, 100 commentaires de retrouver le premier commentaire, ça, vous allez passer 5 minutes. Et donc, personne ne va perdre du temps pour aller retrouver votre lien. Donc, la solution la moins pire, il y a un petit peu de baisse de reach, mais ça reste quand même malgré tout l'insertion du lien dans le post. Paul, qu'en est-il pour les liens internes LinkedIn comme les offres d'emploi? C'est le même problème. LinkedIn voit qu'il y a un lien et LinkedIn ne fait pas la différence entre un lien externe et un lien interne. Ce que LinkedIn voit, c'est qu'il y a un lien. C'est tout. Et le lien est cliquable. Ils ne font pas la différence aujourd'hui sur le fait que, a priori en tout cas, sur le fait que le lien renvoie dans LinkedIn. Les vidéos, le point important sur les vidéos, à chaque fois sur chaque slide, j'ai essayé de mettre, comme vous l'avez pu le voir, en rouge l'élément qui me paraît le plus important. Le point important sur les vidéos, c'est de penser à les sous-titrer pour deux raisons. Aujourd'hui, le trafic mobile sur LinkedIn, c'est 60%. 60% des gens qui viennent sur LinkedIn sont sur mobile. Pourquoi? Parce qu'ils sont en situation de mobilité. Ils sont dans la rue, ils sont dans le métro, dans le train, dans le RER, dans le bus, etc., en transport. Et donc, ils sont en situation de mobilité. Et par rapport à ça, le son n'est pas forcément toujours bon. Idem quand vous êtes au bureau, en open space, pas forcément toujours simple d'aller écouter une vidéo. Et donc, par rapport à ça, le sous-titrage est quelque chose de super efficace. Parce que maintenant, il y a plein de solutions de sous-titrage automatique qui ne sont pas nickel d'un point de vue orthographique, mais qui ont au moins l'avantage d'être automatiques et qui peuvent compenser le point. Sur les vidéos, évitez le lien YouTube. LinkedIn n'aime pas. Donc, vous mettez soit la vidéo en natif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous publiez le fichier vidéo dans LinkedIn, ça se fait sans aucun problème, ou alors vous allez sur Vimeo, puisque le lien de la vidéo Vimeo n'est pas pénalisé dans LinkedIn. Le live, là encore, moi, c'est une fonction à laquelle je n'ai pas accès. Beaucoup de gens demandent comment est-ce qu'on fait pour avoir du live. C'est génial parce qu'il y a beaucoup d'interactions. On voit le live sur la page de votre profil. Les gens interagissent beaucoup. C'est un format qui plaît énormément. Mais encore faut-il que LinkedIn vous le donne. Et ça, faut faire là, c'est compliqué. Il faut faire la demande. Il faut la faire 2 fois, 3 fois, 4 fois pour que LinkedIn accepte. Et a priori, pour ceux qui se posent la question, qui ont déjà essayé à plusieurs reprises et qui n'ont pas eu de retour, il faut démontrer, ce que j'en ai compris, c'est qu'il faut démontrer à LinkedIn que vous avez déjà des webinaires, que vous avez déjà des animations où il y a du monde qui vient, que vous avez déjà l'habitude d'en faire. Et ça va pousser le dossier, ça va aider LinkedIn à vous faire confiance et à vous donner l'option LinkedIn Live. Les sondages, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Plus vous créez de sondages, plus vous envoyez, plus vous envoyez. Si le sondage fonctionne bien, ça c'est intéressant, il y a un effet long train. C'est-à-dire si vous faites un post avec un sondage et que vous avez l'engagement sur ce sondage, il y a de la réussite, vous avez un petit effet booster sur la publication suivante. Donc clairement, c'est quelque chose qui est à essayer. Après, voilà, par rapport à tous les commentaires qui sont faits, essayez d'éviter les sondages bidons qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, qui sont là juste pour faire du like. Ce n'est pas forcément une super image. Mais voilà, si vous, comme je reviens dessus, comme par rapport à tout à l'heure, essayez le sondage qui a un petit peu de pertinence et je pense que ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Le timing, on revient sur ce point qui avait été un petit peu laissé à l'abandon l'année dernière par LinkedIn sur la réaction dans les premières heures. LinkedIn avait coupé ça l'année dernière à cause des pods, c'est tous les outils d'engagement automatique. Et finalement, LinkedIn est revenu dessus. Et il y a toujours cet effet d'instantanéité qui va compter et la capacité à générer de l'engagement dans les 2 premières heures. Ça, c'est vraiment un effet qui est assez essentiel, ce qui reviendrait à redonner un petit peu d'intérêt aux pods, sachant qu'il y a des pods humains aussi, c'est ces groupes de gens qui sont sur WhatsApp, qui se partagent leurs publications pour les liker et commenter les publications des uns et des autres. Donc, il y a ce côté qui joue. La grosse difficulté, aujourd'hui, il faut 40% d'engagement en plus par rapport à l'année dernière pour avoir les mêmes nombres de vues.
Et l'effet, en fait, diminue, d'engagement diminue. C'est ce que j'ai mis ici, c'est que pendant les 2 premières heures, c'est là où ça score le maximum. Et entre 2 et 24 heures, entre 2 heures et plus 2 heures plus 24 heures, les engagements comptent toujours, mais beaucoup moins que l'engagement des 2 premières heures. Et au-delà de 24 heures, les engagements que vous avez n'ont plus aucun impact. Et un bon moyen par rapport à ça, c'est de prendre l'habitude de répondre aux commentaires. J'ai beaucoup de gens qui ne répondent pas à leurs commentaires. Ce qui fait que la réponse qui est faite par beaucoup d'experts du sujet, quand on leur demande mais quel est le meilleur moment pour publier, la réponse c'est quand votre audience est là. Alors ça peut paraître un peu une réponse de normand, mais néanmoins c'est vrai que ça compte beaucoup puisque quand votre audience est là, quand vous êtes là pour répondre surtout, eh bien les interactions vont se créer et vous allez entretenir les commentaires. Et l'idée c'est vraiment de rentrer dans une discussion et un échange avec ceux qui commentent et des commentaires qui font pas juste 3 mots. On va revenir dessus tout à l'heure. Quand publié, clairement, il y a eu un impact Covid. Alors avant le Covid, clairement, c'était 8h, 10h le matin. Mais maintenant, de fait, aujourd'hui, comme les gens sont beaucoup plus en télétravail, beaucoup plus chez eux, etc., il y a beaucoup moins, c'est beaucoup plus lissé dans la journée. Il y a beaucoup moins d'effets de publications de matin. On a des publications faites à toute heure de la journée qui peuvent très, très bien fonctionner. Donc, ça ne joue pas forcément, ça joue plus forcément ça. Alors maintenant, il reste néanmoins que statistiquement, les meilleurs moments sont mardi, jeudi matin et le samedi parce qu'il y a peu de gens, il y a moins de gens qui viennent, mais c'est beaucoup moins de gens qui publient. Donc, le samedi est à tester. Ça peut fonctionner ou pas, ça dépend vraiment de votre audience. Certains auront très bons résultats, d'autres pas du tout. Ça vaut le coup de tester. Donc il y a toujours cette primauté au mardi, cette primauté statistique au mardi, jeudi, 8h, 10h. Mais globalement, il y a beaucoup moins d'enjeux sur le sujet de fait des bouleversements des modes de travail depuis la crise qu'on a depuis quasiment 2 ans. Évitez toujours de publier plus d'une fois en 24 heures. Alors ça, c'est les accros publications. Et il y en a. Alors, on me dit toujours, mais tu publies une fois tous les jours, comment tu fais? Moi, même, je me disais au début, mais comment c'est possible de publier tous les jours? Finalement, on y arrive assez facilement, surtout dans les posts, on est dans des formats courts. Mais voilà, moi, je regardais dans mon réseau, les records, c'est 900 fois par semaine ou 1000 fois par semaine. Alors, ceux qui font ça ont des outils statistiques, enfin des outils automatiques derrière pour leur permettre d'envoyer beaucoup de publications dans la semaine. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est quand on va sur leur post, on voit 0 like, 0 commentaire, 0 like, 0 commentaire, 0 like, 0 commentaire. Ça ne sert à rien. Alors après, quand c'est un outil automatique, c'est du paramétrage au départ. Après, on ne passe plus beaucoup de temps au quotidien, mais ça ne sert à rien. Il faut éviter de publier plus d'une fois par 24 heures. Et parce qu'en fait, votre Reels va être divisé entre tous vos posts, même si LinkedIn le pénalise un petit peu moins que l'année dernière. Les tags. Alors, les tags, c'est quoi? Les tags, vous savez, c'est qu'en fait, une publication. Merci, Bertrand. Vous pourrez de toute façon, Bertrand, comme les autres, récupérer l'enregistrement et le support d'ici la fin de l'après-midi. Les tags, en fait, c'est quand dans une publication, vous allez mentionner quelqu'un. Vous mettez le arrobase, vous mettez le nom de quelqu'un, son nom va s'afficher en bleu, et cette personne sera donc notifiée du fait que vous l'avez cité dans un contenu. Il y a des côtés très positifs de je publie quelque chose, je sais que ça peut intéresser un de mes contacts, un proche, un ami, quelqu'un de ma famille, et donc je vais le taguer dans un post pour lui passer l'information. C'est beaucoup plus simple de le faire que d'aller sur le profil de la personne, rentrer dans la messagerie. Tiens, j'ai pensé à toi en publiant cet article, c'est beaucoup plus long. Taguer, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a aussi beaucoup d'abus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser les tags pour interpeller des prospects, des personnalités qu'on veut toucher. Je prospecte depuis des mois le DSI de telle boîte, je n'arrive pas à le toucher, il ne répond pas. Je vais le taguer publiquement, comme ça il aura une notification et ça va peut-être plus l'inciter à répondre. D'accord? Donc, il y a aussi cet effet négatif du tag qui existe. Et ça, LinkedIn l'a bien noté. Et du coup, il y a toujours, c'était déjà le cas l'année dernière, cette pénalité. C'est-à-dire que si vous taguez des gens dans vos contenus et que ces gens, si au moins la moitié au moins ne réagit pas, vous êtes pénalisé. Vous êtes un spammer et donc vous êtes, pour LinkedIn, et donc vous êtes pénalisé. Le fait que les gens que vous taguez like, il y a zéro impact. S'ils commentent, c'est un petit peu mieux. Si juste ils se contentent de liker, il n'y a pas d'impact. Mais voilà. Et donc, la bonne solution, si vous voulez taguer des gens, c'est plutôt de les taguer dans les commentaires, parce que là, ce sont des commentaires.
et pas du tout de taguer, à condition de ne pas être le premier à commenter, comme on l'a vu tout à l'heure, et plutôt d'éviter de taguer dans le post. Moi, j'ai des posts avec 15, 20, 30, 40 personnes qui sont taguées, et il n'y a aucun ne va répondre, et là, clairement, le post va faire 0 vue derrière. Donc, évitez ça. Comment faire ressortir les posts que je reviens sur un point du début. 0 à 300 caractères, les gens ne vont pas cliquer sur voir plus parce que ça va être trop court. Donc, forcément, le reach sera moins important. Le reach maximum, c'est entre 1000 et 2000, entre 1200 et 2000. C'est là où vous avez la meilleure. Et non pas, c'est pas. Enfin, faut toujours faire gaffe entre corrélation et causalité, mais c'est pas parce qu'il y a 1200 ou 1300 qu'il y a plus, c'est que comme vous avez plus de contenu, plus vous mettez, comme vous dites, plus de choses, c'est juste plus susceptible de faire réagir les gens. C'est juste pour ça. Jeu sur la police n'a pas d'impact. Il y a certains qui s'amusent à aller chercher à l'extérieur des polices un petit peu graphiques à mettre dans les posts. Ça n'a pas forcément d'application. Et puis, il y a le saut de ligne. Alors, le saut de ligne agace beaucoup de gens. Dire ouais, j'en ai ras-le-bol de toutes ces personnes qui font une ligne de texte, une ligne de texte, une ligne de texte, une ligne. Ok, très bien. C'est vrai que sur PC, c'est assez pénible. Néanmoins, il faut aussi se remettre dans le contexte de LinkedIn. J'ai dit tout à l'heure, 60% des gens sont sur mobile. Et clairement, sur son écran de téléphone, quand on est dans le métro ou dans le train, c'est beaucoup plus facile d'aller lire un contenu où la personne a sauté les lignes qu'un bloc de 5 lignes. On aura parfois du mal à suivre. Donc, pensez au lecteur, en dépit de ceux qui sont mécontents des sauts de ligne, pensez à ceux qui vont vous lire dans les transports, en mobilité, et facilitez-leur la lecture en sautant des lignes. Alors moi, généralement, ce que je fais, j'évite de sauter une ligne à chaque fois, mais je fais deux, trois lignes, enfin, un paragraphe de 2-3 lignes, je saute une ligne et je continue. L'engagement, on en revient à la question de Johan tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, si c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que si vous allez commenter, si vous allez liker, vous allez avoir une augmentation de votre reach. Parce que LinkedIn va prendre en compte le fait que vous ne comptez pas juste que les autres viennent vers vous, vous commentez, etc. Vous allez aussi chercher les autres et vous allez aussi les commenter, vous allez aussi interagir chez les autres et LinkedIn va de certaine manière vous récompenser en vous apportant plus d'engagement, plus de visibilité sur vos publications. Les likes, le 1 like, ça apporte 2% de reach en plus, d'accord, pour l'auteur et 3% pour celui qui a cliqué. Les commentaires, c'est plus 8%, donc ça confirme que le commentaire est beaucoup plus valorisé par LinkedIn, sauf Olivier, Olivier me pose une question. Allez-vous parler d'évolution de LinkedIn? Il y a beaucoup de choses à dire, Olivier. Donc, si vous avez une question plus spécifique sur ce point, j'y réponds avec plaisir. Il y a tellement de choses à dire sur le business model, sur les publications, sur le modèle payant, sur etc. etc. Donc, si vous pouviez préciser, ce serait beaucoup plus facile pour moi de vous répondre. Moins de 5 mots, peu d'impact. Et c'est super logique. Là, on en revient dans le schéma des pods qui vont faire des commentaires automatiques. Très souvent, les pods, c'est des commentaires. Waouh, super, génial, très bien, super article, merci pour l'idée, je vais y penser, merci pour le partage. Et donc, le fait de pénaliser ou de ne pas tenir compte en fait, des commentaires qui ont moins de 5 mots, c'est un effet pour essayer de bloquer l'impact des pods, notamment automatiques. Les pods manuels, donc les gens vont aller faire l'effort de commenter, c'est un petit peu moins visible. Les pods automatiques, attention. Le partage, plus 4%. Donc ça reste, mais le problème du partage, en fait, c'est surtout pour l'auteur d'origine. La grande difficulté du partage, c'est qu'en fait, la discussion va sortir du fil de départ. Et donc, quand vous avez un partage, ça va, mais quand vous avez ne serait-ce que 5 partages, pour bien faire, il faudrait suivre chacune des 5 discussions qui découlent de votre publication, ce qui est extrêmement compliqué à gérer. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas super fan des partages parce que ça devient très, très difficile. Moi, j'ai fait des posts avec 40, 50 partages. Je ne peux pas aller suivre derrière 50 discussions, répondre à tout le monde. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui posent des questions qui n'ont pas de réponse parce qu'ils sont sur le fil du partage, pas sur le fil d'origine. Et ça, là, l'expérience est quand même pas extraordinaire. Si vous voulez
Si vous voulez être sûr de voir le contenu de certaines personnes, LinkedIn prend en compte les interactions. Vous le voyez, hein, quand vous échangez avec quelqu'un par la messagerie, soudainement, vous allez voir ses publications, cette personne verra vos publications dans son fil d'actu. Les nouveaux contacts, pareil, les nouveaux contacts sont toujours beaucoup plus exposés à vos publications que les autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, LinkedIn accepte que vous mettiez deux contenu dans les 24 heures, même si c'est quand même pas idéal. Il y a deux algos, en fait. Il y a un algo, on s'est rendu compte de ça cette année, c'est extra. Enfin, quand je dis on, c'est en général, hein, c'est pas chez moi. Qu'il y a un algo sur ce qui se fait sur mobile et un algo sur ce qui se fait sur PC. Il y avait l'année dernière, LinkedIn a annoncé plutôt une convergence et une homogénéisation et qu'en fait, on va à peu près la même chose sur le PC et la même chose sur mobile. Et en fait, non. Maintenant, il y a clairement deux algorithmes. On ne voit pas le même contenu, on ne voit pas les mêmes personnes. Ce qui se passe au mobile va avoir un impact sur le mobile. Et ce que je mets ici, c'est que quand je dis on voit d'abord le contenu en fonction du bail d'acceptation du contact, ça veut dire que si vous acceptez un contact sur PC, avec quelqu'un, vous verrez plutôt cette actualité de cette personne sur PC. Et si vous le contactez par mobile, vous acceptez par mobile ou contactez par mobile, vous verrez plutôt ce qui se passe sur mobile. Et donc, sur mobile, assez logiquement, il y a moins d'impact du dual time et du VAR+, parce que justement, on est en situation de mobilité et que le mode de consommation du contenu n'est pas le même que quand on est tranquillement devant son PC. Voilà, donc des statistiques sur mobile, on voit plus de pubs, plus de contenu corporate, plus de posts partagés, plus d'offres d'emploi. Et là, qui ont plus d'impact, c'est sûr que en mobile, compliqué, commenter, c'est super compliqué. Moi, parfois, ça m'arrive dans la rue d'être sur mon téléphone, de regarder un post LinkedIn. Ok, je peux le commenter assez facilement. Aller commenter sur mobile quand on marche dans la rue, c'est quand même pas super efficace. Et sur le PC, clairement, plus de sondages, plus de vidéos et plus de posts avec des documents. Il y a une personnalisation en fait de l'expérience qu'on va avoir sur LinkedIn en fonction du mode d'emploi, du mode de consommation du contenu. La page entreprise, la meilleure recours, c'est d'avoir une page complète à 100%. Ça, vous avez l'indication quand vous créez votre page, vous savez si elle est ou non complète à 100%. Et clairement, les pages vitrines se cassent la gueule. C'est des déclinaisons de pages principales en page vitrine. Là, ça fonctionne quasiment plus. Quelques conseils. Là encore, on revient sur des conseils qu'on a déjà donnés, mais toujours intéressant de rappeler les bonnes choses. Par rapport à vos équipes, demandez-leur de commenter plutôt que de partager ou de liker. Très souvent, je vois chez mes clients, chez des prospects ou chez les pages entreprises que je regarde, en faisant des benchmarks pour mes clients, les collaborateurs ont l'habitude de partager, ce qui est quasiment inefficace en fait. Il n'y aura pas d'effet booster. Il faut vraiment les inciter à commenter. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il faut toujours rester sur cette logique de plus de 5 de commentaires un peu longs, plus de 5 mots, pour qu'il y ait une vraie efficacité. Je passe un petit peu vite sur certaines slides une fois de plus. Hein, vous aurez la vidéo pour revenir tranquille dessus. Vous aurez le support. Donc, voilà, je vais vraiment aller au bout. Et puis, à la fin, voilà, je vous mets une trentaine de conseils extrêmement précis, très pratiques, très pragmatiques que vous pouvez mettre en place. Là encore, j'ai passé maintenant aux questions. Je vais pas, il reste un quart d'heure. Je vais pas parler maintenant de tous ces conseils. Une fois de plus, vous avez le doc. Il y a tous les conseils qui sont ici. Voilà, c'est que des conseils extrêmement pratiques, très simples à mettre en place, que vous pourrez faire dès que vous aurez le support. Comme il y a pas mal de questions auxquelles je n'ai pas répondu et qui peuvent venir, allez-y, n'hésitez pas, il reste une quinzaine de minutes. Donc, Olivier me demandait de parler des évolutions de LinkedIn, outils de développement personnel et vente de formation LinkedIn. Oui, très clairement, Olivier, c'est un schéma que LinkedIn a adopté il y a déjà un an. Clairement avec LinkedIn Learning qu'on voit de plus en plus souvent. Quand vous arrivez sur un profil, il y a de plus en plus les formations LinkedIn Learning qui sont mises en avant. Donc oui, clairement, c'est un gros vecteur de LinkedIn, beaucoup plus de publicité, beaucoup plus de payants. Et puis si effectivement, on a en fait un des trucs un des points qui chiffonnent LinkedIn, et c'est peut-être une explication à la première slide que j'ai montrée ici, c'est que beaucoup d'entreprises vont en fait communiquer via les profils perso. Via les profils perso, c'est gratuit. Il y a un reach naturel qui peut être assez élevé. Et donc, beaucoup d'entreprises, peut-être plutôt des TPE, PME que des grands comptes, mais beaucoup vont communiquer du coup par les profils pour toucher plus de monde. Ça, clairement, ça gave LinkedIn. Et donc, je pense que peut-être
une des explications à cette baisse de reach. Et là, on le voit depuis cette année, ces dernières semaines, ça s'est encore augmenté. C'est de plus en plus difficile de toucher du monde. Peut-être que ça vient de là. C'est qu'en fait, éviter ce détournement de la page entreprise vers les profils personnels pour les publications en disant, et effectivement, au bout d'un moment, si depuis votre profil perso, il n'y a plus de reach, vous allez clairement devoir passer au payant. Il ne faut quand même pas... c'est marrant, c'est exactement la question que pose Alain qui me dit l'impact de l'achat de Microsoft, du rachat, je pense, de Microsoft sur LinkedIn. C'est clairement la monétisation, c'est-à-dire que vous vous retrouvez sans aucun problème. Vous allez sur Google, vous cherchez la lettre de Satya Nadella, je crois son nom exact, qui était le patron de Microsoft, qu'il a envoyé aux collaborateurs de LinkedIn le jour du rachat, le jour J, pas le lendemain. Et dedans, c'est clairement marqué monétisation. L'objectif est clairement là. Et quand on reprend avec un petit peu de recul tout ce que LinkedIn fait depuis le rachat par Microsoft, c'est clairement vers de la monétisation. Les contenus perso sont de moins en moins visibles, les contenus entreprises sont de plus en plus visibles, les contenus sponsorisés sont de plus en plus visibles. LinkedIn met de plus en plus en avant ses propres créateurs de contenu qui ressortent encore plus du lot. Donc clairement, l'objectif, il est là. Une des raisons pour lesquelles LinkedIn a pénalisé les articles et qui fait que LinkedIn n'aime pas les articles, c'est que les articles, c'est trop long, ça prend trop de temps et que LinkedIn perd de l'argent. C'est aussi basique que ça. Je fais une parenthèse il y a toujours, dans les gens qui viennent au webinaire, il y a toujours des gens qui ont beaucoup de questions, qui sont un petit peu paumés, qui sont perdus, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, qui ont des questions sur leur présence, leur stratégie, etc. Je propose, comme beaucoup le savent maintenant, tous les jours, j'ai bloqué des créneaux pour des rendez-vous one-to-one. Totalement gratuit, il n'y a pas de facturation derrière pour parler de vous, pour parler de votre stratégie, de vos problématiques, de vos enjeux, etc. Vous pouvez cliquer sur ce lien très facilement et on parle ensemble, c'est du one-to-one. Il n'y a que vous et moi qui sommes en discussion. Je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent. Généralement, il y a plusieurs personnes qui répondent à chaque fois. Moi, c'est super intéressant parce que je noue des contacts avec beaucoup de gens, je développe mon réseau, j'apprends énormément de choses sur beaucoup de secteurs. Donc, c'est extrêmement intéressant pour moi de faire ça. Vous posez toutes vos questions et vraiment, aucun souci. Et une fois de plus, il n'y a pas de piège avec rentrer dans une newsletter derrière du tout. Question de Laetitia. Si jamais un employé poste sur l'entreprise, est-ce que ça partage est-ce que c'est un employé poste sur l'entreprise? Est-ce que si la page partage, c'est négatif pour LinkedIn? Oui, on l'a vu, je suis passé assez rapidement dessus, mais en fait, c'est pas que c'est négatif, mais tout ce qui est interaction interne à l'entreprise aura moins d'impact que si c'est externe. Et c'est assez logique. LinkedIn peut tout à fait imaginer qu'une entreprise ait mis en place des dispositifs d'information, d'incitation des collaborateurs à les commenter, etc. Et donc, c'est valorisé, parce qu'on a quand même réussi à mobiliser les équipes en interne, ce qui n'est pas toujours super facile. Mais bien évidemment, et c'est assez logique, je pense, c'est beaucoup moins valorisé pour LinkedIn qu'un tiers extérieur à l'entreprise qui va l'interagir. Donc, ce n'est pas que c'est pénalisé, ce n'est pas négatif, mais c'est juste moins valorisé, ça a moins d'impact que la même action qui est menée par quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. Nelly me dit, j'ai boosté en mode payant un poste oublié sur une page entreprise. Je suppose de ne pas avoir une statistique plus précise sur l'impact qui a été touché ou à qui a eu le poste. Ça n'incite pas à recommencer. Je vous comprends totalement LinkedIn. Pardon, excusez-moi. Je vous comprends tout à fait, Nelly. C'est vrai que c'est pas parfait. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai repris il y a quelques mois pour valider. J'ai repris un abonnement spécifique à LinkedIn Recruiter. Et je suis extrêmement surpris. Pourtant, le recrutement, c'est 75% de leur chiffre d'affaires. Je suis très surpris de la pauvreté graphique de l'interface, d'un moteur de recherche qui est vieux, de critères qui sont périmés, alors que c'est 75% de leur chiffre. J'ai été vraiment très, très, très surpris. Donc, ce que vous dites là ne m'étonne absolument pas. Vincent, pensez-vous que la mise en avant des sondages par LinkedIn vise aussi à collecter des données pour entraîner des modèles d'IA sur les intérêts des utilisateurs? Probablement, probablement, on peut toujours tout penser, puisque bien évidemment, tout ce qui se passe, tout est enregistré, traqué, analysé, bien évidemment. Donc, c'est possible. Je pense que simplement, LinkedIn, ce que LinkedIn veut, c'est qu'il y ait de l'engagement. C'est qu'en fait, la logique de LinkedIn, c'est super simple.
c'est de dire, quand vous publiez à titre perso, c'est gratuit, il n'y a jamais à payer. On ne paye jamais pour publier. On ne peut même pas, on n'a même pas accès au paiement quand on publie pour son profil perso. Un indépendant pourrait dire, moi j'ai un profil perso, je n'ai pas de page d'entreprise, je veux sponsoriser mon contenu. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas payer. Mais l'objectif, c'est qu'on mette la main dans le truc, qu'on commence à avoir de la visibilité, puis qu'on se dit, tiens, ce serait pas mal que j'ai la même visibilité pour ma page d'entreprise. On l'a vu. Le groupe test sur la page entreprise, je l'avais mis ici, je crois, 3%. Okay, le groupe test sur le profil perso, 8 à 10%, comme c'était marqué sur une autre slide. Donc, de fait, vous touchez moins de monde. Mais l'objectif, c'est que vous disiez, ah, flûte, c'est dommage, j'ai quand même pas autant de vues sur ma page d'entreprise que sur mon profil. Je vais payer pour voir. Moi, je le vois toutes les semaines avec les gens que j'ai au téléphone. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises sur lesquelles ça a marché. C'est logique. Le parcours d'achat, c'est celui-là. Je commence à publier à titre perso, j'ai des vues. Tiens, ce serait pas mal que je la même chose pour mon entreprise. Je crée ma page d'entreprise, je commence à publier. Ah, j'ai pas les mêmes vues et j'ai payé pour tester, voir si j'ai les mêmes vues. Et puis, dans certains cas, ça va marcher, les gens vont prendre goût au truc et vont continuer. La logique, elle est clairement construite comme ça. Pierre, quelle différence en termes d'efficacité entre la publication d'un article et sans commentaire d'introduction lors de la publication? En fait, le gros problème de l'article, donc l'article, c'est le contenu long, alors pour que ce soit clair pour tout le monde. L'article, je vais montrer, hein. Un article, voilà, ça c'est un des derniers articles. Ça, c'est un article des Échos, c'est pas bon. Voilà, un article, c'est ça. Donc, un des derniers articles que j'ai publié. Un article, c'est ça. Donc, je sais pas, c'est 2, 3, 4 000 mots. Mais on rentre vraiment dans le détail. Et comme j'ai dit tout à l'heure, LinkedIn n'aime pas. Parce que quand vous arrivez là-dessus, qu'il y a, je sais pas, 2 000 ou 3 000 mots, et que ça nécessite 12 minutes de lecture, sachant que vous passez en moyenne 17 minutes sur LinkedIn, LinkedIn n'aime pas. LinkedIn ne peut pas promouvoir du contenu qui va trop monopoliser l'attention. Donc, mais cela dit, moi, comme l'article de ce matin, voilà, quand j'ai voilà, pour expliquer ça, moi je suis désolé, je ne peux pas le faire en un post, je ne peux pas expliquer ça avec une analyse du pourquoi, du comment et des solutions, je ne peux pas expliquer ça en 3000 caractères. Donc, et je préfère avoir beaucoup moins de gens qui viennent lire ça, sachant que ceux qui viendront lire sont vraiment intéressés, que de diffuser un post là-dessus qui sera incomplet, pas d'information, pas vraiment d'analyse, pas d'explication, qui fera 18 000 lecteurs, enfin 18 000 vues, dont pas grand monde sera réellement intéressé par ce que j'ai dit dedans. Donc, voilà, c'est le... Moi, j'ai une époque où je publiais plus que des posts et plus d'articles. Là, je reviens aux articles parce que malgré tout, quand je regarde après aussi le ratio temps passé au retour, pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus efficace avec des articles qu'avec des posts. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, Pierre. Sinon, je compléterai si ce n'était pas la réponse que vous attendiez. Point de Paul. Paul dit, LinkedIn fait un énorme focus sur Sales Navigator et LinkedIn Insights pour la prospection commerciale. Ce qu'il propose est assez convaincant. Oui, quand on veut prospecter, j'ai suivi une conf intéressante d'un Américain récemment sur LinkedIn qui disait The gold is in the mailbox. En fait, il y a beaucoup de gens qui misent sur le contenu parce qu'il y a un côté un petit peu magique de se dire c'est génial LinkedIn, j'ai publié du contenu, j'ai généré de l'entrant. Et beaucoup de gens se disent c'est absolument top, il n'y a pas à aller chercher des clients, ils vont venir tout seuls. Oui, c'est quand même le loto, quoi. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de gagnants. Et le vrai gold sur LinkedIn, pour la majorité des gens, c'est la messagerie. C'est-à-dire c'est l'approche directe. Et la grande difficulté par rapport à ça, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas prospecter. Beaucoup de gens ne savent pas prospecter. Moi, dans tous les prospects, enfin tous les contacts, prospects, ce que vous voulez, interactions que j'ai toutes les semaines avec des gens qui se posent des questions sur la stratégie et notamment sur la stratégie LinkedIn, même sur la prospection, c'est des points assez basiques à ce point de qu'est-ce que je dis quand je contacte quelqu'un que je ne connais pas, qu'est-ce que je dois lui dire?
Comment est-ce que j'aborde cette personne? Les gens me disent, je reçois tous les jours des mails de prospecteurs commerciaux qui me vendent leurs trucs et je n'ai pas envie de les répondre. Donc, je comprends très bien que si je faisais la même chose, mes clients n'auraient pas envie de répondre parce que mes prospects n'auraient pas envie de répondre. Si moi, j'ai pas envie, pourquoi les autres auraient envie? Maintenant, je ne sais absolument pas, me dit-on, je ne sais absolument pas quel message je dois envoyer. Et des messages que vous pouvez envoyer à des prospects, j'en ai 15-20 qui sont très facilement exploitables, déclinables, personnalisables et que tout le monde peut utiliser. Plus ou moins hard selling, plus ou moins pas hard selling. C'est pas très, très compliqué, mais beaucoup de gens bloquent là-dessus en disant, mais je ne sais pas quel message, je ne sais pas comment aborder les choses, comment est-ce que je parle de mon produit, est-ce que voilà, les gens sont assez paumés là-dessus et je pense que le frein à la prospection vient de là, enfin, à partir des échos que j'en ai, de dire j'arrive pas, je ne sais pas quel message envoyer, surtout sur une invitation. Est-ce que déjà j'invite les gens, puis j'envoie un message, ou est-ce que je mets un message dans l'invitation? Est-ce que c'est limité à 300 caractères? Comment j'envoie un message pertinent à 300 caractères? C'est quand même pas super évident. Donc, là, beaucoup de gens sont bloqués là-dessus. Il y a des solutions, c'est pas l'objectif de la session d'aujourd'hui, mais il y a plein de solutions, plein de messages qu'on peut envoyer très faciles, qui rentrent dans les 300 caractères. Et c'est là, quand c'est bien tourné, c'est là que vous allez trouver des clients. Ce n'est pas en publiant. N'oubliez pas que quand vous publiez votre profil perso, ce qui est génial, bien évidemment, c'est qu'on ne paye rien. Il n'y a pas un centime à payer. On peut même, comme je disais tout à l'heure, on ne peut même pas payer. Mais la grande limite de l'exercice, c'est que vous ne savez absolument pas où ça part. Si vous publiez un article pour un contenu pour des DSI, vous n'avez aucune certitude que les DSI vont le voir, puisque c'est les réactions qu'il va y avoir sur votre contenu, les likes, les commentaires, les partages qui vont décider vers où ça part. Donc, ce n'est pas parce que vous voulez toucher une certaine audience que vous allez réussir à la toucher. C'est le pendant du gratuit. Alors que dans le modèle payant, je ne suis pas en train de vendre le modèle payant, je suis en train de l'expliquer. Donc, dans le modèle payant, vous dites où ça va. Quand vous passez par votre page entreprise et que vous payez la diffusion, vous dites « je veux que mon article parte vers des DSI. » Et donc, c'est là que c'est la grosse différence entre le gratuit et le payant sur la publication ou entre le profil perso et la page entreprise, elle est là. Elle est que vous pouvez très bien, ça se voit tous les jours, des contenus qui passent totalement à côté de la cible. Pas que les contenus ne soient pas bons, pas qu'ils ne soient pas de qualité, simplement pour une raison super simple, qui est que par l'effet de ricochet des interactions, des commentaires, etc., le contenu n'est absolument pas parti vers les bonnes personnes. Ok, il reste encore 2 minutes. Si il y a encore des points pour les uns ou pour les autres, n'hésitez pas. Même s'il faut rester jusqu'à -20, moi, j'ai pas de souci. Je vois que certains, effectivement, me disent dans la messagerie qu'ils avaient prévu 1 heure et qu'on arrive au terme de l'heure, donc ils s'en vont. Mais il reste encore pas mal de monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur à tous ces sujets de publication, de diffusion, de LinkedIn payant ou pas, de business model. Si je peux vous renseigner, vous expliquer, vous décoder le truc, surtout n'hésitez pas du tout, du tout. Bonjour Sophie. Ah, Michel, intervention passionnante, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le top de commentaires le genre de commentaires qui me fait vraiment super plaisir. Si j'ai pu vous apprendre quelque chose aujourd'hui, c'est absolument, absolument génial. C'est ce qui me ravit le plus. Ok, merci à tous infiniment d'être venus. J'espère que ça vous aura été utile. Clap, 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 clap. Merci beaucoup Dorothée, c'est super sympa. Vos commentaires sont absolument géniaux. Ah, il y a un de mes frères qui était là. Bisous mon frère. Merci beaucoup Guylaine, c'est super gentil. Voilà, tiens Agnès, salut Agnès. Il y a pas mal de gens que je connais, plein de gens que j'avais encore jamais vus. Donc, merci infiniment d'être venu. C'est absolument génial. Donc, vous recevrez dans l'après-midi, comme je disais tout à l'heure, un mail avec un lien vers un groupe Facebook. Vous pouvez déjà retrouver un groupe Facebook Cyril Bladier, LinkedIn Business. Vous le retrouvez sans aucun problème. Et puis, également un lien vers le Google Drive
dans lequel vous aurez le support. Donc, je diffuse tout ça, il n'y a pas de souci, même si c'est des coffrets là-dedans qui vont reprendre ça et le repackager pour aller le revendre à leurs clients. J'ai bien fait de rester là. Il y a encore une question qui arrive. Mourad, pierre supplémentaire à l'édifice de ma maigre culture sur le sujet. Merci beaucoup. Ok, pardon, je pensais que c'était une question. Merci beaucoup à tous. Voilà, c'était top. Moi, j'ai passé un très, très bon moment avec vous. Je reviens la semaine prochaine et dans 15 jours si vous avez encore d'autres questions. Et ok, super. Bah, merci à tous infiniment d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Si votre temps est très, très précieux, c'est d'autant plus appréciable. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, merci infiniment. Merci Cyril. Merci beaucoup à tous. Merci Cyril. Tout ce que tu nous apprends sur LinkedIn et les All-Stars va nous aider à devenir des experts absolus. Merci. J'espère. Merci beaucoup Allez, Antoine. Merci à beaucoup. Très bonne bientôt. journée. Salut Hélène. Allez. Nouveau message.